Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson Bourg. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Je me présente, Pierre-Étienne Laporte. Aujourd'hui, je suis co-animateur avec Jérémy Hamon. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir André Béliveau, qui est un jeune associé là, au sein du cabinet groupe RDL, quelqu'un de très dynamique et de très drôle. Bonjour, Monsieur André, ça va bien? Oui, salut, ça va bien. Yes. Donc, je vais starter avec une première question. D'où vient ton intérêt pour la comptabilité? Eh boy, c'est une bonne question. Là. Du plus loin que je me souviens, je pense que j'étais en deuxième année du primaire. Le frère à mon oncle était comptable agréé, qu'on m'avait expliqué, là, mais j'avais 7 ans, c'était un peu vague encore. Puis à ce moment-là, j'avais dit que je voulais être comptable agréé. Mais écoute, probablement qu'à cet âge-là, on change souvent de vocation, tout ça. Mais plus tard, j'ai toujours aimé les chiffres, tu sais, que ce soit le calcul là, plus jeune, quand il y avait des petits concours de calcul mental à l'école là, qui te faisaient mettre à ranger puis qui te présentaient des petits cartons. Là. J'aimais bien ça, gagner ça, puis au secondaire aussi, là, tout ce qui était calcul à faire, mathématiques, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Puis je sais pas, mon père, quand j'étais jeune, faisait des rapports d'impôts chez nous. Il était électricien, lui, il faisait des rapports d'impôts aussi à la maison. Fait que taponne là-dedans un peu avec les chiffres, fait que j'ai décidé de me diriger vers l'administration là, à un certain moment. Tu as eu la chance comme de participer un peu à ces rapports d'impôts-là. Ben, au moins, j'en entendais parler, je voyais à quoi ça ressemblait. C'est sûr que dans le test, c'était tout papier, là, fait qu'il s'éparpillait pas mal sur la table. Puis quand il avait fini, il fallait qu'il le retranscrive, faire une copie pour l'autre personne, parce que tu ne pas nécessairement de photocopieur à la maison en 1989. Là. Fait que ça avait l'air d'être beaucoup d'ouvrages, mais moi, c'était vraiment plus tout ce qui était chiffre, en fait, qui m'intéressait. Fait que quand j'ai fini le secondaire, j'avais décidé de m'en aller j'avais fait une technique administrative, là, ce qui est maintenant souvent une technique de comptabilité et gestion. Et option finance là, pour venir toucher à tout ce qui était chiffres et calcul comme ça. Fait que je suis resté avec ça après. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment depuis le début, là, cet intérêt-là. Il n'y a jamais eu d'autres métiers là, qui t'intéressaient. Ouais, écoute, tu sais, j'ai eu une petite bague à ma où j'aurais aimé ça être professeur de géographie et d'histoire, là, mais ça a passé quand même assez vite. Étant assez cartésien aussi, je te dirais que tout ce qui était logique, chiffres, les choses rationnelles, c'est sûr que ça m'interpelle plus. J'ai déjà fait fondre un tournevis en essayant de changer de lumière, là, fait que c'est clairement pas mon domaine. La construction non plus, tout ce qui est le domaine manuel, mécanique, là, les seules pièces d'auto que je connais, c'est ceux qui pétaient sur mon premier char. Là, fait que, savoir... C'est impressionnant le nombre de pièces qu'il y a sur un véhicule. Hein? Tu t'en rends pas compte. Quand tu achètes ton premier, tu entends des mots que tu n'as jamais entendus et ils coûtent cher. Moins tu as entendu le mot, plus ça coûte cher. Ah ouais. Ah là là. Sinon, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, là, quelle école tu es allé et tout, jusqu'à ton employeur actuel? Oui, ben dans le fond, moi, je suis allé au cégep pour faire ma technique. À la base, je n'avais pas de difficulté à l'école. Mais j'haïssais l'école, bon, comme la plupart des gens. Fait que je m'étais dit, je vais aller faire une technique, fait comme ça, au bout de 3 ans, je vais pouvoir travailler. Puis au moins, quand je vais me lever le matin, ça va être pour aller gagner de l'argent, parce que quand tu es au cégep, c'est ce que tu dis. Tu as donc bien hâte, tu as l'impression de te lever pour rien, puis tu es une victime dans tout ça. Puis quelques années après ça, sur le marché du travail, tu regrettes tes années de cégep où tu n'avais pas d'argent pour aller à l'école, mais tu finissais tout le temps par en trouver pareil pour faire ce que tu avais à faire la fin de semaine. Fait que je suis allé au cégep justement en technique administrative. J'ai fait 3 ans. Puis après ça, donc au début, fin des années 90, début 2000, fait que contrairement peut-être à aujourd'hui, quand il y avait un poste de technicien qui s'affichait à quelque part, tu peux avoir 25 CV, puis quand tu réussis à passer une entrevue, c'était bon signe. Maintenant, quand il y a un poste qu'on ouvre pour un technicien ou quelque chose comme ça, quand on a 3-4 CV, on est content. Là, fait que le monde du travail a changé un peu. Fait que j'ai réussi sur la recommandation d'un ancien prof du cégep avec qui j'avais gardé contact d'entrer ici au bureau, qui à l'époque s'appelait Roi des Rochers-Lambert. Fait que je suis arrivé ici comme technicien.
J'ai travaillé comme technicien de 2000 à 2006, jusqu'à temps que je décide d'aller chercher un titre comptable, faire mon bac, aller chercher mon titre comptable de CA. Fait que j'ai décidé d'aller à l'UQTR à ce moment-là. Pour différentes raisons. D'un, comme technicien ici, ça faisait quelques années que je travaillais, puis ça allait bien, honnêtement. J'avais plusieurs responsabilités que d'habitude, on ne donnait pas nécessairement aussi rapidement à des techniciens. Puis j'avais un associé qui était Jean Lambert, à cette époque-là, qui est un des fondateurs du bureau, qui m'encourageait à retourner à l'école en disant tu serais capable de donner un peu plus. Puis en même temps, début des années 2000, là, vous autres, vous êtes jeunes un peu, mais il y a eu quelques scandales financiers avec justement en lien avec des comptables aussi, Nortel, Enron, puis WorldCom, des choses comme ça. Il y a eu un gros crash boursier en 2000-2001. Les normes, ils ont commencé à se resserrer un peu, puis on m'a dit, bon, ben, il y a des choses que tu faisais au bureau, tu allais sur certains mandats chez des clients qu'on ne pourra plus te donner ces mandats-là, parce que maintenant, on n'aura pas le choix d'envoyer des gens qui ont un titre comptable. Là, j'étais rendu à 25 ans, peut-être en 2004-2005, puis j'étais en train de me dire on était en train de me dire que j'allais plafonner. Alors que je commençais à aimer ça puis à découvrir un peu le milieu. Je me suis botté le derrière. Je me suis dit j'ai deux choix. Soit que je quitte le bureau, je m'en vais dans le privé, entre guillemets, là, essayer de m'en aller en entreprise puis prendre du galon là-dedans puis peut-être grimper comme ça. Ou je prends un step back puis je m'en vais à l'université. Puis je voulais pas y aller à temps partiel puis faire ça pendant 7 ans de temps. Fait que j'ai carrément arrêté le bureau pendant 2 ans, 2 ans et demi. Je suis parti faire un bac intensif à Trois-Rivières. C'était automne-hiver, été, automne-hiver. Fait que 5 sessions de suite pour aller chercher mon bac en sciences comptables. Puis après ça, j'ai embarqué dans le DESS. Ça a été bien plaisant. Puis, pourquoi avoir choisi un cabinet? Bien, moi, ça a été mon premier travail dans le domaine. Je suis arrivé en cabinet comptable. C'était ma job comme technicien comptable, un peu comme j'étais en entreprise. Puis après ça, c'est ça que quand je me suis questionné à savoir qu'est-ce que je fais, j'étais un petit peu à croiser des chemins. J'ai décidé d'aller faire mon CA. Puis en même temps, je me disais que ça me gardait des portes ouvertes. C'est que mon travail va sûrement changer après. Quand je vais avec un titre, là, je vais être appelé à prendre plus de responsabilités. Je me disais, si j'aime pas ça ou ça me plaît pas, bien, j'aurai plus de portes ouvertes après avec mon titre comptable si je veux aller en entreprise ou faire autre chose, au lieu d'être pas pris avec mon titre de technicien, mais c'est un peu ça, à un moment donné, ça va me limiter de ne pas avoir de diplôme. Puis en partant, j'étais quand même apprécié là, de certains des associés ici qui m'avaient poussé aussi ou m'encourageaient à retourner à l'école. Fait que je savais qu'en revenant, si j'aimais ça, puis que je faisais pas de niaiserie, là, c'est pas rien de bien grave, là, puis je continue un peu dans le même sens, ben j'aurais la possibilité de devenir associé un jour si je continuais d'aimer ça. Puis si j'aimais plus ça, ben je savais qu'après ça, je pourrais avoir des ouvertures ailleurs avec l'expérience que j'avais prise ici. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Parce qu'à la base, dans le fond, tu savais-tu si tu voulais t'en aller directement en cabinet ou en entreprise? Honnêtement, je pensais... Quand j'étais au cégep, la dernière affaire que je pensais faire, c'était aller dans un bureau de comptable. Parce que je me souviens qu'on avait un cours qui s'appelait Projet de fin d'études. On simulait un peu le travail en cabinet comptable ou en comptabilité. Puis ils nous forçaient à mettre une chemise, une cravate, là, mettons, puis un veston, tout ça. Puis pour ceux qui me connaissent, c'était pas tellement mon style. Ça ne l'est pas tellement encore non plus aujourd'hui. Là. Je dirais que dès qu'on a la chance d'avoir des journées plus lousses, là, je suis pas mal le premier qui fait voler le kit. Là. Fait que moi, à l'époque... Travailler à la maison, t'aimes ça, finalement. Ouais, ben là, quoi que vois-tu, là, on s'enligne là-dessus un peu plus le télétravail, là, puis on demande quand même aux gens de s'habiller convenablement pour les rencontres. On fait un minimum, mais dans toute ma sagesse de gars de 19 ans, là, mon argument principal, c'était je n'irai jamais d'un bureau de comptable, je ne vais pas porter de cravate. Fait que, je pensais pas me rendre là. Puis après ça, ben, comme effectivement, il n'y avait pas de tonne d'emplois à l'époque dans le domaine, c'était mon premier travail, puis j'aimais ça ici. C'est non seulement le travail que je faisais, mais les gens qui avaient ici au cabinet. Là. Et on sert beaucoup de PME où on a des grandes entreprises puis tout ça, mais c'est beaucoup un milieu de proximité des entrepreneurs locaux puis tout ça. Fait que la dynamique dans le bureau, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, je ne suis jamais allé dans un grand cabinet ou un Big Four puis tout ça, sauf que
On parle souvent des entreprises voyons, je cherche le terme, d'ambiance familiale puis tout ça. Mais c'était vraiment ça ici aussi. Là. Le directeur général du bureau, tu aurais pu le croiser dans la rue, il parlait à tout le monde, tout ça. Il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de mur entre les associés, les directeurs puis le personnel. Fait que c'était le fun. T'sais, les 6 premiers mois, j'ai été tranquille, un petit peu gêné. Puis après le premier party, où je me suis ramassé légèrement en boisson, là, finalement, j'ai perdu toute ma crédibilité par la suite. Puis, ils m'ont intégré dans le groupe. Ça a été une bonne chose? Ben, je pense que oui, là, parce que ça a permis de. Ça tisse d'autres liens. Tu vois, les gens, sous un autre jour, c'est pas. Je ne dis pas qu'il faut absolument prendre de l'alcool dans la vie là, pour pouvoir se laisser aller, tout ça, mais ça a quand même été un drôle de point marquant parce que pendant les 6 premiers mois que je travaillais à 20 ans, vraiment ma première job, je me couchais pas trop tard le soir, je voulais m'assurer d'être en forme, puis d'être sérieux, je parlais pas beaucoup, je faisais mon travail. Puis après cette soirée-là, ceux qui m'ont vu, ben là, on a abandonné le masque un peu. C'est compréhensible. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là, dans tout ce parcours-là, à partir du parcours scolaire peut-être, jusqu'à aujourd'hui ton poste? Là? Bien, c'est sûr que la période que je suis retourné à l'école, je ne sais pas si ça a été difficile, mais ça a été différent un peu. Là. Quand je suis retourné, j'avais peut-être 26, 27 ans. C'est pas énormément plus que les. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous autres, les gars, là, mais la plupart des gens arrivaient du cégep, fait que c'était début vingtaine, là, fin dizaine, début vingtaine. 6-7 ans de plus, c'est pas beaucoup, mais 6-7 ans par rapport à 20 ans, c'est pas mal. J'ai travaillé un bout en entreprise. Moi, quand je suis retourné en 2006, mon gars, il avait 1 an et demi. J'avais déjà un enfant. Je venais d'acheter un petit jumelé à Victoriaville. Fait qu'il n'était pas question que je m'en aille rester à Trois-Rivières pour faire mon bac. Le but d'aller à Trois-Rivières, c'était de pouvoir voyager puis revenir à la maison à tous les soirs. Fait que oui, je suis allé aux études pendant ce temps-là, mais je n'étais pas réellement étudiant ou impliqué dans la vie d'étudiant, si on veut, là, les parties, tout ça. Fait que j'ai côtoyé quelques personnes un peu plus proches, mais sinon, je n'avais d'étudiant que le fait d'assister à mes cours là, quand j'y étais. Là, fait que, il y avait ça. Fait que ça a été peut-être le bout un petit peu plus rough. C'est avoir des obligations, tu dis, ou bien c'est la différence d'âge que... Bien, c'est juste le mot. Là, j'étais dans un setup, là, ça fait 5-6 ans que tu travailles, t'es un petit gars, j'étais marié, tu sais, on fait un bout, puis on retombe dans un autre beat. Là, j'étais habitué de travailler de 8 h le matin à 5 h le soir. Là, je pouvais partir à un cours de 3 h 30 à 7 h à Trois-Rivières. Fait que ça changeait la dynamique un peu. Puis la dynamique familiale aussi, avec un jeune enfant, tu sais. D'habitude, tu es là les 2 le soir, là, finalement, soit que je pars tôt, tu reviens plus tard, puis ça faisait différent un peu. Puis l'autre chose, après ça, a été de revenir au bureau. Là. Tu sais, j'ai jamais perdu ma place ici, mais ça a quand même bougé. Là. Tu pars, il y a plusieurs nouveaux visages, il y en a qui ont quitté. Tu sais, j'avais des amis sur cette période-là de 3 ans avec qui je m'entendais bien. Quand je suis revenu, bien, il y en a qui ont quitté pour aller en entreprise, des choses comme ça. Je veux pas, ça roule. Fait que la dynamique avait un petit peu changé. Mais ça s'est bien fait. Quand même, honnêtement, là, je ne peux pas dire ça a été très difficile. La transition s'est bien faite. À l'école, je n'avais pas trop de difficultés non plus. Fait que je suis revenu au bureau, je me suis remis dedans, j'ai repris le beat, puis après ça a bien roulé pareil. Quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui aspirent à être CPA? Oui, c'est une bonne question. Celle-là, tu me l'aurais donnée avant. Là, j'aurais eu le temps de préparer une réponse intelligente. Ben, le meilleur conseil que je pourrais donner à des étudiants en général, de moi-même quand j'étais à l'école, c'est quand vous apprenez quelque chose, là, puis je l'ai fait moi aussi, là, essayer de me bourrer le crâne un peu là, pour apprendre certaines théories puis réussir à vomir ça à l'examen, là, pour que ça fasse du sens. Mais assurez-vous de tout le temps comprendre ce que vous faites, puis soyez curieux, là, comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière. Là. Partir du point A pour se rendre au point B, ça va, mais si on comprend bien ce qu'on fait, des fois, ça nous permet après ça de partir du point B pour revenir en arrière au point A. Là. Il y en a qui vont résoudre des problèmes dans un ordre défini, puis ça va s'arrêter là. Si tu leur demandes de faire le contraire, ou des fois, tu as la réponse à la fin, puis tu essaies de reconstituer quelque chose.
c'est important d'essayer de comprendre, puis servez-vous de votre jugement aussi. Là. C'est sûr que c'est pas évident, c'est pas des situations, présentement, quand on est à l'école, dans un cas pour faire ça, mais ce qui est le plus dur, je pense, quand on arrive en cabinet, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique. Là, tu sais, il y a des... Là, je ne veux pas tomber dans les termes comptables et dans les procédés d'audit, là, mais tu sais, il y a des choses qu'il faut que tu vérifies, là, que les normes vont te dire, bien, tout ce qui est au-dessus de 5 de ton seuil de signification, tu devrais le questionner dans le cadre d'audit, dépendamment du type d'entreprise puis de dépenses qu'elle a. Tout ça, bien, des fois, il faut que tu ailles en bas de ça, puis des fois au-dessus, mais ça, c'est de l'expérience, c'est du jugement qui s'acquiert, mais c'est dur à apprendre à l'école. Là, je ne veux pas dire que tu l'as ou tu ne l'as pas, mais l'important, c'est de se questionner et de se challenger. Là. Vraiment essayer de comprendre ce qu'on fait et non pas juste appliquer ce qu'on a appris. Là. Je pense que c'est une grosse différence. Ça fait du sens. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est comme des règles non écrites un peu, puis vraiment d'appliquer un jugement professionnel, je trouve. Ouais. As-tu des objectifs là, de carrière ou bien des objectifs un peu à court terme, à long terme, prochainement? Écoute, tu sais, là, je suis associé, ça va faire environ 4 ans. Fait que c'est sûr que j'aspire encore à développer un peu plus ma clientèle puis prendre encore un peu plus de place dans le bureau. Tu sais, ici, on est 13 associés à Victoriaville, mais on fait partie, c'est le groupe RDL Victoriaville, mais on a le groupe RDL à Québec, à Trois-Rivières, Drummond, Thetford-Plessis. Fait qu'on on est rendu environ 250 dans le groupe. Fait que là, j'ai certaines responsabilités à l'interne, mais c'est sûr qu'éventuellement, si j'avais un plus grand rôle aussi à jouer dans la gestion du cabinet, tout ça, je suis quand même souvent proche des gens. J'aime ça m'impliquer au niveau des ressources humaines, entre autres, là, quand j'ai pas une certaine facilité, mais je trouve que c'est une de mes forces aussi de pouvoir jaser avec les gens, puis mettre les gens à l'aise, puis les faire sentir à l'aise. Fait que je veux pas, avec le roulement de personnel aussi qu'il y a, beaucoup de jeunes stagiaires qui arrivent quand on veut renouveler le personnel. Tout ça, je pense que c'est important. Fait que ça fait partie des forces que j'ai. J'aimerais peut-être ça, pouvoir aller un peu plus loin, mais sinon, côté professionnel, tu sais, à part me dire que j'ai 41 ans, puis il m'en reste au minimum pour 15 à 20 ans. Tu sais, c'est sûr que je vais quand même souhaiter un peu plus développer cette clientèle-là. Puis honnêtement, ce que j'aimerais voir, c'est pas tant un objectif parce que c'est pas moi qui va avoir le contrôle là-dessus, mais il y a des clients qui ont commencé avec moi là, 4-5 ans qui sont partis en affaires. C'était plus rock'n'roll. Puis là, on sent que ça débouche. Puis là, s'ils s'ouvrent de nouveaux marchés, ils ouvrent une nouvelle succursale, tout ça. J'aimerais ça pouvoir arriver dans quelques années, puis ce serait une fierté personnelle, même si c'est pour moi qui ai le contrôle là-dessus, mais de voir un client qui est parti tout petit, que tu l'as accompagné tout ce temps-là, puis qui réussit à arriver ailleurs, ça ferait quand même un petit velours à quelque part de savoir qu'on a été là, qu'on a peut-être un petit quelque chose à voir là-dedans, ne serait-ce qu'infime, qu'un bon conseil à Mané que tu as donné, ou une bonne analyse que tu as faite, ou un financement que tu as aidé à aller chercher, il a permis de croître puis qui est rendu ce qui est là aujourd'hui. Tu sais. On en voit des entreprises comme ça qui ont démarré il y a 10, 15, 20 ans. Moi, ceux qui ont démarré il y a 4-5 ans, que je regarde aller, c'est sûr que ce serait le fun d'avoir aussi dans 10 ans, d'avoir un groupe d'entreprises qui a réussi de même qui donne qui flatte un petit peu. Là. Ça fait rejaillir un peu de prestige sur toi, puis c'est flatteur. Là. Ça me fait penser, j'imagine que c'est un des aspects positifs là, qui te fait aimer ton travail. À part ça, y a-t-il d'autres choses qui fait que t'aimes ton travail? Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Bien, c'est sûr, c'est beaucoup de contact avec les gens. Là, je ne vous le cacherai pas, mais mon bout le plus fun dans une journée, c'est pas si je révise des procédures d'audit, des contrôles internes faits dans un mandat. Là. Je ne sais pas tous où vous êtes rendus dans votre parcours, là, mais je comprends que la certification, il y en a quelques-uns que ça excite un peu plus, là, mais disons que c'est pas mon mainstream. Là. Fait que c'est sûr que c'est le conseil client, c'est de jaser. Puis pour vrai, ça fait cliché à dire, mais quand tu as un client qui t'appelle pour une question, c'est la plus-value que tu peux apporter justement pour son financement, ou est-ce que je devrais faire ça, ou une petite planification fiscale, comment on réorganise ça pour se sécuriser. C'est vraiment ça qui nous drive un peu, là, chercher du financement. S'ils visent à faire une acquisition, ben,
taponner dans les évaluations de l'entreprise, conseiller ton client là-dessus. C'est ça qui est le plus fun dans le travail. Là. La conformité, ça reste nécessaire. C'est beaucoup notre pain et notre beurre, les états financiers annuels, on ne se le cachera pas, mais ce qui est le fun, c'est de voir, une fois qu'on a l'information, qu'on a les états financiers, comment on peut aligner notre client là-dessus. C'est ça qui vient vraiment, je n'oserais pas utiliser le mot excitant, là, mais qui vient gratifiant et qui vient le fun dans notre travail. Là. Une question, je pense que beaucoup de monde se la pose. C'est quoi les échelons à grimper pour être associé? Puis, est-ce que c'est long? Écoute, ça va être une bonne question. Je peux parler pour le cabinet ici. Là, puis, je vais y aller peut-être par étapes. Là, puis je vais essayer de me remettre en tête là, la grille là, des ressources humaines qu'on a pour les différents postes. Là. Normalement, on accueille les gens comme stagiaires là, à la base. Là, fait qu'on va avoir des auditeurs, puis après ça, auditeurs seniors. On va avoir des directeurs de mission, après ça, qui vont plus gérer les dossiers eux autres mêmes. Après ça, on va tomber avec des directeurs principaux qui vont s'occuper pas des plus jeunes, là, mais des autres qui vont s'occuper de faire la révision des mandats, puis éventuellement associés. Tu as quelques stades d'auditeurs puis directeurs de mission. Puis pour ce qui est de la durée, c'est certain que si quelqu'un qui est embauché cette année ou qui commence un stage aujourd'hui, s'il pense être associé du cabinet dans 5 ans, ça va être compliqué. Là. Dans des grands cabinets, ça peut-tu être autre chose, je ne sais pas. Mais la durée, ça va vraiment dépendre de la personne, puis des qualités qu'on voit en elle, puis sa capacité. Tu sais, il y a le côté théorique, tout ça. Il y a le côté beaucoup business, relation client, qui va jouer en ligne de compte. Puis c'est toujours le côté d'être animé, quand je disais de comprendre ce qu'on fait, puis d'animer, bien, c'est ça qui va faire la différence avec quelqu'un qui va avoir le bon thinking, puis qui va grimper rapidement, qui réussit à faire des liens entre je suis en train de faire une mission d'examen, je monte des états financiers, j'ai le choix entre prendre mes pièces justificatives puis aller documenter mon dossier puis dire oui, la conciliation bancaire, ça fonctionne, tout ça. Ou quelqu'un qui va avoir le thinking un peu plus business, puis qui va voir monter les états financiers, même si on n'y a pas demandé que tel ratio, c'est un peu plus difficile, ou Calic, il y a peut-être trop de liquidité qui va allumer sur des détails de même à force d'en faire. Des gens qui sont impliqués aussi, puis qui vont décider de s'impliquer, puis aller faire de la représentation, tout ça, puis leur propre chef aussi, là, des gens dynamiques. Il y a un minimum. Ça prend des compétences aussi, puis des connaissances, là, on s'entend. Là, on veut des gens qui savent ce qu'ils font. Mais ça prend un petit edge de plus. Fait qu'après ça, le parcours de devenir associé, ça va-tu varier entre 8 ans et 15 ans pour d'autres personnes, dépendamment des aspirations de la personne, où est-ce qu'il s'en va. Mais c'est sûr que maintenant, ici, entre autres au cabinet, là, on offre de faire un plan de développement individuel, quelque chose, avec les gens qui aspirent à ça assez jeunes ou qui nous en font part assez jeunes, bien, on regarde question, y a-t-il des formations spécifiques qu'ils voudraient suivre? On essaie de leur attitrer un mentor aussi. On va avoir des rencontres avec eux autres pour leur permettre là, de progresser plus vite, puis qu'ils voient ce qu'ils aiment aussi. Puis, fait qu'il n'y a pas d'échelonnage en tant que tel, mais c'est toujours quelque chose qui est possible. Là. Je regarde ici au cabinet, on a quelques-uns, là, je ne veux pas nommer de nom et d'âge, là, mais d'ici 7-8 ans, là, il y en a quelques-uns qui vont nous quitter. Là, puis on est 13, fait que d'ici 7-8 ans, il y en a 6-7 qui s'en vont. Fait que les gens savent ici à l'interne qu'il va y avoir des ouvertures aussi. Là, puis ça se renouvelle. Puis ces gens-là qui sont directeurs présentement principaux, ben, ils vont devenir associés, ils vont prendre les directeurs principaux. Puis, tout le monde monte. Là. Une question de volonté aussi. Là. Puis de mettre les efforts aussi, pour aussi. Tu parlais là, que pour devenir associé et tout, ça prenait une certaine implication aussi. À travers ton parcours, là, justement, scolaire et comptable, associé et tout, de professionnel, là, quelles ont été tes principales implications? Bien, entre autres, ça, j'ai fait partie de ça pendant quelques années, là, qui était, je ne sais pas si c'est un regroupement qui est connu dans vos régions respectives, là, mais qui est le BNI, qui était un regroupement de gens d'affaires où on pouvait juste avoir une personne de chaque type d'entreprise qui était représentée. Là. Fait que un comptable, un avocat, un notaire, un dentiste, un vendeur de vêtements pour hommes. Tu peux avoir une boutique de sport, un restaurant. Fait que le but
était là-dedans de pouvoir essayer de s'envoyer de la business ou se faire des recommandations, puis les gens apprennent à se connaître bien pour après ça pouvoir faire du PR par ça. Fait que, tu sais, j'ai fait partie de ce groupement-là pendant 3-4 ans. C'est sûr, la jeune chambre de commerce à Victoriaville, j'ai participé à plusieurs activités là-dessus là, pour pouvoir on va se faire connaître parce qu'on ne se le cachera pas. Tu sais, quand tu commences à en faire, après ça, ça va bien. C'est un réseau de contacts, là, que ce soit CPA, en cabinet ou que ce soit n'importe quelle autre profession. C'est quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va penser à toi. Moi, de BNI, je n'étais pas associé encore à ce moment-là. J'étais directeur principal. Le 3 ans que j'étais là, recommander un comptable, c'est pas comme recommander un gars qui vend du linge. Là. Un gars qui vend du linge, je peux aller l'encourager une fois de même dans l'année, puis il va être content. Un comptable, tu ne changes pas pour le fun. Là. Ça prend, tu tisses des liens avec lui, il y a une question de confiance, il connaît ton dossier, fait qu'il connaît l'entreprise, il connaît la personne, fait que c'est important. J'ai été là pendant 3-4 ans, puis ça m'a rapporté 0 en frais de client. Quand j'ai quitté, il y a une autre personne, entre autres, qui était sur ce regroupement-là, qui, lui, a changé de travail, puis a décidé de se partir en business. Bien, c'est qui le comptable qu'il connaissait? Bien, c'est le gars qui avait rencontré ses BNI 2 ans avant, puis ça me amené un autre. Puis une fois que tu en connais un, bien, lui, il disait, c'est qui ton comptable? Fait que, tu sais, c'est là que ça start. Fait que, la jeune chambre de commerce, des regroupements comme ça, là, de gens d'affaires ou de réseautage. On a à Victoriaville la maison Marie Pagé, qui est une maison pour les gens en fin de vie, là, donc les gens pour qui il n'y a plus de point de retour. Là, fait qu'au lieu d'être en soins palliatifs, il faut être à la maison, ils n'ont pas nécessairement les ressources là, pour. C'est plate à dire, là, mais décéder à la maison au lieu d'être à l'hôpital, bien, une place où il y a une dizaine de chambres. Fait que les gens, quand ils sont là, ils savent qu'ils ne ressortent pas, mais au moins, c'est plus accueillant. Il y a des infirmières qui sont là, il y a un paquet de bénévoles. Fait que je suis impliqué dans la fondation pour faire les activités de financement, puis aller chercher des fonds pour soutenir ça, les tirages annuels, aller vendre des billets des GA, des affaires de même. Fait que, c'est sûr que présentement, il y a certaines choses, certaines implications que les gens avaient ici qu'on a pu maintenir, certains conseils d'administration d'OSBL, mais on a beaucoup d'OSBL comme clients ici. À partir du moment qu'il est client pour un examen ou un audit, on ne peut pas avoir un associé ou un membre du personnel qui est sous le conseil d'administration les règles d'indépendance. Fait que ça a coupé une coupe de conseils d'administration, d'organismes comme ça, de gens qui s'impliquaient. Fait que là, on s'implique autrement, là, pas nécessairement au niveau des conseils d'administration, mais un peu comme la fondation de la maison Marie Pagé, là, à un moment donné, je me suis retiré parce que je faisais affaire ici. Fait que pour des règles d'indépendance, puis tout ça, il a fallu. Mais dans le fond, si je comprends bien, tous ces contacts-là peuvent servir là, à aller chercher une clientèle, dans le fond, pour le cabinet. Puis pour un associé, c'est l'idéal là, d'avoir un réseau de contacts dans le genre, c'est ça? Ben oui, parce que je ne sais pas comment les autres cabinets fonctionnent. Moi, la chance qu'on avait ici au bureau, il y a des places qu'il faut que tu te joignes et que tu arrives avec ta clientèle. Tu sais. Il faut que tu en aies développé un certain niveau avant de pouvoir être nommé associé. Puis une fois que tu en as assez, ben là, tu intègres. Tu sais, moi, ici, au cabinet, j'ai soit des associés qui partaient à la retraite ou d'autres associés qui avaient un gros volume pour lequel je travaillais déjà beaucoup. Ben, ce qu'ils font quand tu arrives, c'est qu'ils vont te faire une partie de la clientèle qui est déjà existante pour te starter. Ils te permettent de devenir associé. Fait qu'il y a pas j'avais pas une pression de dire il faut que tu ailles chercher 100 000 de billing la première année, puis un autre 100 000, puis au bout de 5 ans, il faut que tu en ailles. C'est sûr que le but, éventuellement, c'est de développer votre propre clientèle, mais pour me starter, je ne suis pas arrivé avec un paquet de clients. Là. Mais là, c'est tranquillement après ça qu'on l'a fait, mais le réseautage comme ça, des fois, ça te prend 1 ou 2 contacts. Ça a l'air compliqué. Les gens qui sont plus gênés aussi un peu, ça semble plus difficile, mais il s'agit d'en connaître une, puis après ça, tu te présentes à une autre, puis tu finis par arriver dans un 5 à 7 ou quelque chose, puis tu finis par connaître pas tout le monde, mais quasiment, puis c'est là, tranquillement, c'est un peu exponentiel. Là. Quand t'en as un qui parle de toi à 2 autres, bien là, après ça, les 2 autres en parlent chacun à 2. C'est pas pyramidal, mon histoire. J'essaie pas de faire... il n'y a rien de trop dur, mais à un moment donné, pas que ça vienne tout seul, loin de là, parce qu'il faut quand même que tu rendes un bon service à tes clients actuels, parce que sinon, ils ne te recommanderont pas. Mais c'était un travail de longue haleine. Là. Comme je disais, j'ai passé 3 ans d'un groupe de réseautage avec 0 nouveaux clients. Mais tu martèles le message, puis après ça, c'est un peu un hasard. Tu en ramasses un, puis un deuxième, puis un troisième, puis à un moment donné, ben, c'est ça.
Les autres, ils se développent à l'interne, puis on va en chercher plus après. Super. Puis des fois, mettons, est-ce qu'il y a des employés, des fois, comme des stagiaires ou peut-être pas nécessairement des stagiaires, mais d'autres auditeurs qui ramènent des clients et puis est-ce que ça affecte leur rémunération? Oui, dans les faits, ici, la politique au bureau, si on a quelqu'un qui amène un client qui va être récurrent, on parle, c'est pas un mandat, il y a une évaluation d'entreprise à faire, il vient faire ça, puis il repart après. Fait qu'on parle de mandat récurrent quand même, là, une fin d'année avec les déclarations d'impôts corporatifs, toute l'équipe. Normalement, il est en mesure d'aller chercher un 10 des honoraires là, facturables là, par année là, à titre de commission. Tu sais. Puis, ça va être récurrent tant qu'on va avoir le client. Puis normalement, si le client qui t'a apporté, tu avais une compagnie avec une mission d'examen, puis maintenant ça grossit, il faut créer une gestion, tu dois faire de la sécurisation, une planif fiscale, puis maintenant il se part une autre succursale ou une autre branche, puis il part une autre compagnie. On part toujours de la compagnie initiale. Fait que s'il y a amené une compagnie, puis dans 5 ans, on est rendu avec 5 compagnies, puis le billing est fait x5, bien, tout ce qui découle de ce client-là qui a amené, bien, il va avoir droit à sa commission aussi là-dessus. Fait que c'est pas perdu. Là. Et c'est sûr que la journée qui deviendrait associé, si cette personne-là devient associée, bien, ce client-là va lui être réattitré après aussi. Là, il va avoir moyen de le récupérer parce que c'est lui qui va l'avoir développé à quelque part. Là. Fait qu'il ne fait pas juste amener de l'eau au moulin pour les associés. Là, on lui donne sa cote aussi. Là. C'est parfait. As-tu une qualité ou une compétence qui était prédominante puis qui t'a amené où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Moi, ce qu'on me disait, pas pourquoi mon nommé associé, là, mais qui sortait fort dans mes évaluations d'habitude. Là. J'avais un bon français, mais c'est pas pour ça que je suis rendu là. Mais c'était ma capacité d'analyse. Ma capacité d'analyse puis ma mémoire, bizarrement, là, j'ai des clients dans lesquels j'ai travaillé en 2003, admettons, là, puis tous nos clients ont un numéro d'attitré au bureau. Fait que, il y a certains numéros de clients que je me souviens encore. La dernière fois que j'ai travaillé dedans, ça fait 10 ans là, ou 12 ans. Là, quelqu'un me parle d'un numéro, je l'ai encore en tête, je ne sais pas pourquoi, mais il est encore là. Fait que, souvent, il y a un client qui va m'appeler puis il va me parler de quelque chose qu'on a fait il y a 1 an ou 2 ans. Puis souvent, je n'ai pas moyen de ressortir le dossier, je l'ai encore en tête. Là. C'est quasiment une maladie à la limite, là, mais c'est une force que j'ai de faire des liens rapidement entre les différents dossiers, les différents événements, puis de bien connaître mes clients ou les dossiers dans lesquels je travaille. Fait que, 1, ça va vite pour répondre aux clients, puis il y a tout ça. Puis 2, s'il arrive de quoi cette année, bien, je suis capable de me dire qu'il y a peut-être un impact ou il y a peut-être quelque chose là, qu'on pourrait faire. Étant donné qu'en 2017, on a fait telle affaire, fait que faire des liens entre les différentes années ou des fois, tu arrives dans un client puis tu dis, il me semble que j'ai déjà fait ça dans un autre client, au lieu d'aller refouiller et de repartir à zéro. J'ai cette capacité-là à retrouver qui, quand et en quelle année, puis aller voir le travail qui a été fait pour pouvoir dédoubler le temps un peu et optimiser un peu notre temps. Fait que c'était ça pas mal, la capacité d'analyse, de raisonnement qui fait que je pense que je suis rendu là aussi, là, qui m'a permis de me démarquer. Là. Ça serait-tu quelque chose qui est un peu uniforme pour tous les associés ou bien d'un associé à l'autre, il y a des compétences différentes qui sont recherchées, mettons? Ben, ça peut changer parce que c'est un peu comme. Là, je ne veux pas faire de clichés avec les sports, là, mais tu sais, t'en as qui sont meilleurs en attaque, en défensive, en power play, n'importe quoi. On a des gens, on a besoin de toutes sortes de personnes. Là, d'un cabinet, tu as besoin d'associés développeurs, des gens qui sont un peu plus forts sur le PR. Ça n'enlève rien à leurs compétences, mais ils sont à l'aise en public. Ça prend des gens qui vont faire de la représentation, qui sont des ambassadeurs pour le cabinet, tout ça. Il y a des gens qui sont plus réservés. Là. On est des comptables pareil. Là. On n'a pas tous à la base de ton podcast, ça s'appelle le podcast des bobreurs. Fait que c'est sûr qu'à la base des comptables, on a une réputation assez plate. Là. On veut la briser, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Non, c'est ça, mais en même temps, il y en a qui sont un peu plus réservés, puis c'est pas des mauvaises personnes pour autant. Là. Mais tu sais, ici, on a 2 associés qui sont responsables du contrôle de la qualité. Là. Quand on a un dossier d'audit, tu sais, on a beau faire des transactions, de l'achat-vente d'entreprise, du financement, de l'évaluation, des prévisions financières, toutes sortes, tu sais, des planifications fiscales, toutes sortes de choses. Il reste qu'on fait encore des audits, des missions d'examen, des évaluateurs, qu'on a des normes comptables à respecter.
l'ordre vient inspecter ici aux 3 ans ou 4 ans. On a 2 associés qui sont spécialisés, si on veut, en contrôle de qualité. Puis quand les nouveautés du manuel ou les nouvelles normes sortent, eux autres, ils épluchent ça, puis ils préparent de la formation à l'interne pour nous autres, nos états financiers modèles. Fait que, oui, on a des développeurs, on a des gens qui sont plus à l'interne, on voit des gens qui sont... moi, j'ai le côté un petit peu plus RH. Fait que quand il y a des comités créés dans le bureau, on a suivi... pas suivi une formation, mais on a participé à un processus qui s'appelle apiculture. Là. Vous pourrez aller regarder ça sur Internet, de quoi il en retourne, là, mais c'est pour essayer d'amener une culture d'entreprise où tout le monde y trouve son compte, tu sais, puis changer un peu, pas enlever la hiérarchie, mais tu sais, enlever les barrières, puis que ce soit le personnel ou les associés, que tout le monde y trouve son compte, en disant que ça part quand même d'en haut, si on veut inculquer une bonne culture d'entreprise. Il ne faut pas demander aux gens d'être polis entre eux autres, si en haut, les gens inscrits après. Tu sais. Fait que quand on tombe dans ce genre de comité-là, tout ça, moi, c'est là souvent que je vais être impliqué. Ça en prend qui sont plus près des gens aussi. Fait que, il y a toutes sortes de forces qui sont exploitées. Là. On a des associés à fiscalité. On a un qui est évaluateur d'entreprise. Fait que c'est sûr que lui, il en fait beaucoup. On a chacun certains créneaux, chacun certaines spécialités ou compétences particulières, mais à la base, on a tous réussi notre cours, on est tous capables de faire un peu la même chose. Là. Puis après ça, c'est nos personnalités qui nous démarquent, je dirais. Intéressant, merci. À quoi ressembleraient tes tâches quotidiennes? Écoute, c'est assez varié. Moi, présentement, considérant le fait que je suis encore en développement de clientèle, j'ai des gens qui me donnent un coup de main pour réviser certains de mes dossiers, mais j'en fais encore un peu moi-même. Là, fait que je ne dirais pas que je suis à mi-chemin en tant que directeur principal, mais j'en fais beaucoup. Mais fait que j'ai encore un peu de conformité là, de révision de mandat d'examen ou de mandat d'audit pour aller faire ça. Sinon, ça va être beaucoup préparer mes rencontres clients, justement, avec mes états financiers. J'en ai qui ont des projets d'acquisition. Fait que ça va être de regarder ça un peu aussi. Là, beaucoup de planification au niveau de la rémunération ou comment utiliser la fiscalité dans l'entreprise, de l'intégration de personnel. C'est jamais le même client, mais il y a toujours un téléphone ou quelque chose qui arrive de même. J'ai eu un courriel un matin, un gars, moi, qui a une petite érablière ici, là, il travaille comme salarié en informatique. Le gars, il a une érablière, puis là, il m'envoie un courriel, il dit je suis en train de regarder un projet pour acheter une érablière de 45 000 $ avec mon frère. Il y en avait une de 6 000. Fait que, ils ont pu se voir. Ouais, écoute, on va se voir. Fait que c'est de rencontrer ces gens-là, puis jaser un peu avec eux autres le projet. Puis voir après ça comment on l'enligne, on fait une compagnie, comment on est mieux d'acheter ça. Fait que c'est assez diversifié, je dirais. Là. Il y a toujours un petit quelque chose de spécial qui se passe. Fait que la base, ça reste la conformité. Mais après ça, tout autour, c'est des rencontres. Je fais des podcasts des fois le soir avec les gars du QTR Campus Longueuil. Là, on ne sait jamais où ça va nous amener. C'est le bout le plus fun, ça. Oh, écoute. As-tu des choix que tu as fait, mettons, quotidiennement là, depuis ton parcours scolaire là, que tu te remercies d'avoir fait tous les jours, mettons? Tu sais, un choix que j'ai fait, mettons, quand je retourne à l'école, c'est un choix que tu viserais par ça ou tu dis. Un choix, mettons, que tu as fait à tous les jours ou à toutes les semaines que tu te remercies d'avoir fait, dans le fond, qui t'a mené ou ce que tu es rendu aujourd'hui. Là. Ça peut être de faire du sport, mettons, dans la semaine, ça peut être de te dépasser tout le temps dans ce que tu fais. C'est large. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que je faisais quotidiennement. C'est sûr que c'est pas un choix quotidien, mais comme je disais, le choix que j'ai fait de retourner à l'école quand je me suis décidé en 2005, puis j'ai planifié ça pour 2006, quand mon gars avait 6 mois. Tu sais, je ne me verrais pas aujourd'hui en n'ayant pas fait ce choix-là. Quelque chose tantôt que je disais, à tous les matins quand j'arrive, souvent j'arrive assez tôt, je passe faire un petit tour je fais le tour du bureau. Il est bizarrement fait, en tout cas. Là, je vais faire le tour du bureau, j'ai des directeurs principaux, le reste du personnel, tout ça, comme je disais, que ce soit stagiaire, directeur, je parle à tout le monde, je peux aller manger avec tout le monde, je suis bien intégré encore avec les gens, puis ça me ferait de la peine de perdre ça, mais ça me permet de rester proche des gens, puis des fois,
je ne parle pas de revendication, mais s'il y en a qui ont des idées ou des choses comme ça, ben ils sont plus enclins à venir t'en parler, puis des fois, ben, ça amène des bonnes choses. C'est pas d'être revendicateur que de proposer quelque chose, mais si tu n'es pas près de ces gens-là, ben, ils t'en parleront pas ou ça va rester de même ou des fois, des situations qui sont plus malaisantes ou un petit conflit ou quelque chose, ben, le fait d'être proche un peu de tout le monde, ben, va me permettre un peu d'être au courant pour essayer de désamorcer des choses puis éviter que ça grossisse, tu sais, puis un peu que ça gangrène par en dessous. Fait que je pense que cette proximité-là que je me suis donné comme mandat de conserver avec tout le monde, dans le fond, à l'administration, même que le personnel qui produit les états financiers, bien, ça, je suis content de l'avoir gardé. Là. Puis deux, c'est pas mal plus le fun de travailler quand tu es capable de jaser avec tout le monde puis rencontrer tout le monde. Merci beaucoup. C'est pas que je me dépasse pas tous les jours. Là. Tu sais, je suis... Non, c'est correct. Hein? C'est une bonne réponse. J'aime bien cette réponse-là. Merci beaucoup, André. Avant de conclure, on te demanderait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Et Colin, ben écoute, ça va être têteux. On va dire la santé, parce que sans ça, je pourrais pas continuer. On pourrait aussi cesser le COVID. Là. Si quelqu'un pouvait trouver un vaccin, ce n'est pas pour moi personnellement, mais ça faciliterait beaucoup la gestion des ressources humaines ici à l'interne, puis la gestion des technologies, puis le télétravail. Sinon, je dirais bien, grossir ma clientèle, c'est pas, je dirais pas que de l'argent, j'en veux pas, que j'aimerais pas ça en avoir plus. Mais je souhaite sincèrement garder, je dis, la proximité puis être heureux. Puis je trouve ça le fun de pouvoir venir au bureau. Ça a été ça qui a été compliqué pendant le télétravail un peu. Oui, on peut se parler sur Teams ou différentes plateformes, mais on l'a vu, là, le contact humain, là, les gens, quand le télétravail, c'est nouveau. Quand on a donné la permission d'en faire, il y en a beaucoup au début qui sautaient là-dessus. Puis à un moment donné, le confinement, quand tu es 5 jours par semaine chez vous, puis tu ne sors pas. Ah ouais. Finalement, on donnait la permission encore d'être en télétravail, puis il y en a une gang qui avait hâte de revenir. Là, puis c'est le fun, tu sais. C'est le fun aussi là, pour l'esprit d'équipe, tout ça. C'est sûr que... Super. Je vois que personne n'est au courant, personne n'a abordé ma carrière de skieur. Vos recherchistes n'ont pas fait leur travail à ce niveau-là, ça va? Ta carrière de... Ma carrière de skieur, je ne savais pas si quelqu'un m'a restauré là, puis dit que j'ai joué au hockey longtemps, non? Sur le side ou bien carrément à temps plein? Non, pas à temps plein, parce qu'au Québec, ça se fait pas, là, mais j'ai pris ma retraite. Là, de ça, les gens sourient quand je dis ça, j'ai pris ma retraite à 35 ans du monde des quilles parce que j'avais plus le temps voulu pour être assez haut niveau pour bien me classer dans les qualifications provinciales. Là, mais ceux qui se demandent qu'est-ce que ça prend pour être comptable, là, tu peux jouer au hockey de l'âge de 10 ans à 35 ans, puis partir en tournoi tous les fins de semaine. C'est pas poche au hockey, là, je voulais le dire, là, parce que c'est sûr, quand j'étais au cégep, puis même après ça, tu rencontrais des gens, tu es comptable, et tu joues au hockey. C'est spécial. Là. Fait que tous ceux qui joueraient ou qui auraient honte de jouer au hockey, là, je les encourage à pratiquer leur sport de façon intensive. Là. J'ai lâché les quilles, je suis rendu au curling maintenant. Là. Ouais? C'est quoi le prochain? On rit de curling, hein, mais mon gars il a commencé à jouer avant moi. Puis j'ai toujours pensé que les quilles et le curling, c'était le même combat. Mais finalement, le curling est pas mal plus rough. Et ceux qui en rient un peu, à chaque année, il y a un petit tournoi industriel commercial à Victo. Fait que je monte une équipe du bureau, puis des gens, n'importe qui du personnel, que ça leur tente de jouer. Les gars en forme aussi, là, qui se la pètent un peu en disant tout ton curling, Bilbo. Puis après une game, le lendemain matin, ils reviennent, sont un peu raqués, puis les gars retirent la parole. Là, fait que allez, le curling, c'est un sport qui n'est pas en essor, mais ça serait bien que ça le soit. À 60 ans, ça va être la pétanque. Écoute, ouais. Non, mais la pétanque, pour vrai, j'ai fait ça comme à 6, 7 puis 8 ans. Là. La pétanque a été mon tremplin pour les quilles. À 9 ans, j'ai embarqué. Vous pouvez le garder parce que c'est toutes des vérités là, que je vous raconte. On va garder. Excellent. Hey, je pense qu'il y a peut-être des émissions disponibles sur YouTube. Il y a eu un championnat qui a été web diffusé dans les dernières années, parce qu'avant ça, il y avait des quilles à la télévision. Je ne sais pas si jeune, vous avez déjà vu ça, des petites quilles à la TV. Là. Ouais. J'étais allé quelques fois, 4-5 fois, là, je m'étais classé pour ça. Après ça, j'ai arrêté, mais on a fait appel à mes services là, pour faire la description de matchs web diffusés de quilles. Là. Fait que peut-être que ça traîne avec... Si vous voulez mettre des extraits pour faire votre plateforme d'entrée sur le...
Ça serait super, je pense. Il n'y a pas de médaille d'or olympique, là, mais en tout cas. Merci beaucoup pour ton temps, André. C'était vraiment un très bel échange, vraiment intéressant et pertinent. Fait que, merci pour ton temps, puis on t'invite évidemment à en parler. Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson Bourg.